Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être aujourd'hui très nombreux avec nous. Ça nous fait très plaisir. Donc, je suis Salia Marié, directrice des opérations de l'agence Lucie. Donc, on est ravis de vous accueillir donc, pour cette conférence sur le numérique, place à la sobriété. Donc, aujourd'hui, on a donc deux intervenants qui sont avec nous et qui vont pouvoir, donc Jean-Christophe Chaussat, membre fondateur de l'Institut du numérique responsable, qui va vous faire une première intervention d'une dizaine de minutes sur les enjeux du numérique responsable. Ensuite, moi, j'aurai le plaisir de vous présenter le label numérique responsable, une démarche pour justement s'engager. Et ensuite, on aura le témoignage de Bastien Ducruezé, qui est responsable RSE et numérique responsable chez ISIA. Donc ISIA, première entreprise labellisée numérique responsable. Et qui va donc vous faire un retour d'expérience sur justement cette démarche de labellisation et aussi vous présenter des bonnes pratiques dans ce domaine-là. Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Christophe pour venir parler des enjeux du numérique responsable. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Christophe Chaussat, je suis président, cofondateur de l'Institut du numérique responsable. Je suis aussi chargé de développement durable et de numérique responsable pour la direction informatique de Pôle emploi. Donc parler de sobriété à bientôt l'heure des tapas, c'est un peu compliqué, et parler des enjeux du numérique en 10 minutes, c'est aussi un peu compliqué. Donc je ne vais pas vous donner de grands chiffres, de grandes thématiques. Par contre, c'est ce vers quoi on va aller. Les enjeux du numérique responsable, ils sont simples, hein, ils sont liés aux objectifs de développement durable, donc aux ODD. Et le but, il est de travailler sur la sphère économique, environnementale et sociétale. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'Institut du numérique responsable, dans son conseil d'administration, sont représentés les trois sphères, donc avec le WWF pour l'environnement, avec Emmaüs pour la partie sociétale, et de grandes organisations pour la partie économique, on va dire. Alors, je vais mettre des lunettes parce que j'y vois plus rien. Excusez-moi. Donc, après, côté économique, c'est simple. Hein, moins on va consommer de data et d'énergie, ben, plus ça sera intéressant côté euro. Moins on consomme d'euros également. Côté environnemental, la partie qui est souvent minimisée, c'est la fabrication de tous nos appareils électroniques, donc les EEE, les équipements électriques et électroniques. Ils sont très consommateurs de ressources, ils sont très consommateurs d'eau. Ils ont parfois une durée de vie très limitée du fait de nos usages. C'est nous qui décidons du choix que l'on en fait, que ce soit à titre individuel ou à titre d'entreprise ou au niveau des entreprises. Et surtout aussi, c'est donc en termes d'utilisation, hein, il faut vraiment les utiliser à bon escient puisqu'ils sont consommateurs d'énergie. Et l'énergie, même si chez nous elle n'est pas carbonée, elle n'est pas gratuite, hein, elle a un coût environnemental également. Et après, il y a une grosse partie sur la partie gestion de fin de vie avec les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui, eux, sont source, de pollution dans certains pays et de, on va dire, maltraitance individuelle aussi pour certaines personnes qui récoltent ces déchets. Côté sociétal, on a énormément de choses à faire sur l'accessibilité notamment, mais pas uniquement l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, pour l'accessibilité universelle. Le fait de pouvoir travailler avec un appareil d'ancienne génération, le fait de pouvoir travailler avec un réseau à bas débit. La crise du Covid a montré que justement, on n'était pas tous en situation de pouvoir fonctionner. Et il y a donc une fracture numérique qui s'est aussi installée et on a un rôle à jouer là-dessus. Après, il y a aussi un rôle important pour le numérique de travailler avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire et faire en sorte qu'il y ait du réemploi et que ces personnes-là aussi puissent pouvoir trouver du travail. Et après, il y a une grosse thématique sur laquelle on doit vraiment se pencher, c'est sur le côté éthique du numérique, nos données personnelles, qu'est-ce qu'on en fait, et voilà. Donc après, comment va se mettre cette mise en œuvre de ces enjeux? Ça va passer par forcément de la formation, de la sensibilisation.
Il y a une certification numérique responsable qui existe. Pas mal de personnes l'ont déjà passée. Il y a 1000 personnes qui l'ont eu et la 1000e personne est une femme et c'est très bien. Et justement, quand on voit l'auditoire, ça fait plaisir de voir autant de femmes, alors que généralement, quand on intervient dans des facs ou des universités portant sur du numérique, il n'y a à peu près que 20% de femmes. Donc c'est vraiment merci, c'est super. Je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de sympa aussi. Ça fait partie des sujets à développer aussi. Donc il y a des bonnes pratiques aussi à mettre en œuvre. Ces bonnes pratiques, il y a un guide des bonnes pratiques. Il y a aussi une charte numérique responsable. Donc cette charte, elle reprend l'ensemble de ces bonnes pratiques. Et puis, il y a des sujets comme les achats. Donc, on est en train de travailler sur un guide des achats numériques responsables. Et ce guide, on a fait en sorte de le travailler côté INR avec de grandes organisations, mais aussi de le porter notamment auprès de la direction des achats de l'État, auprès de la DINUM, la direction interministérielle du numérique, et faire en sorte de converger toutes ces bonnes pratiques, ces bonnes volontés, faire en sorte que chacun puisse œuvrer pour justement un référentiel commun et partagé. Après, sur l'engagement, ouais, il va falloir un engagement concret. Il va falloir un engagement auprès des entreprises. La charte on est un bon exemple. Après, pour aller plus loin, donc la charte, c'est comme une checklist de bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre. Ce n'est pas anodin pour un DSI de signer une charte parce que ça met en œuvre énormément de directions. Ça fait changer les comportements de l'organisation. Et ce n'est pas qu'une signature en bas d'un document, c'est un bouleversement pour l'organisation de prendre en compte ce que le DSI a signé. Après, il y a le label. Justement, le label, c'est comment aller plus loin. Comment, sur des process éprouvés avec l'agence Lucie sur l'ISO 26000, comment vous pouvez avoir la certitude de rentrer dans une logique d'amélioration avec des points de contrôle, avec des partages aussi d'informations. Ce qui est important, ça va être de partager ces bonnes pratiques, partager les savoirs de manière à progresser de mieux en mieux et en commun. Ce qui manque actuellement, je regarde l'heure, j'ai 3 minutes. Donc, comment ça va se mettre en œuvre dans l'avenir ? Faut y aller avec détermination mais modestie, parce qu'en fait, ça fait peu de temps que le numérique responsable est rentré dans la stratégie des organisations. Et nos directeurs aimeraient voir cette thématique pilotée comme tous les autres axes de l'organisation. Le problème, c'est qu'on a pas mal de choses, mais on est loin d'avoir tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir mesurer les impacts, notamment de l'intelligence artificielle, notamment de tout ce que l'on sous-traite en organisation, le poids des services numériques. Donc tous ces sujets-là, on va devoir les travailler. Et le but, pour moi, vraiment, ça va être de mutualiser nos expériences, mutualiser nos expertises, faire en sorte que tous ceux qui avancent sur ces sujets-là mettent en commun à un moment donné leurs feuilles de route, leurs innovations, travaillent en open source, qu'on construise tous ensemble, et ça c'est vraiment la volonté de l'INR, construire tous ensemble un socle commun qui soit partageable. Pour moi, ça ne sert à rien qu'une entreprise soit la meilleure par rapport aux autres. Même si elle est la meilleure, son impact sur la planète sera minime. Par contre, elle sera numéro 1, et si elle diffuse toutes ces bonnes pratiques, les autres vont pouvoir faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et à l'échelle française, européenne et mondiale, puisque la France est quand même une exception sur ces sujets-là, et on a vraiment un savoir-faire à exporter également. Le dernier point, c'est le logo de l'INR, si vous avez l'habitude. Il a évolué. Il est maintenant en forme de vague. Avant, c'était une empreinte, c'était le digital. Et on était basé sur le fait de mesurer l'empreinte du numérique. Et maintenant, on est sur un mouvement. Ce logo a été réalisé par l'agence Orange Carré avec Madison. Et on est dans un mouvement, on va essayer, on a vraiment à cœur de faire déferler cette vague du numérique responsable sur l'ensemble de la planète, voyons grand. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe de nous avoir dressé rapidement les enjeux du numérique responsable. Donc à mon tour maintenant de vous proposer une solution justement pour vous engager dans une démarche de numérique responsable. Et pour cela, on a le label numérique responsable. Avant de vous le présenter, un petit mot sur l'agence Lucie. Alors, qui nous sommes ? Nous sommes en fait une agence qui existe depuis 2009 pour, au départ, proposer le premier label français qui est aligné sur l'ISO 26000 et qui permet à une organisation
de se faire labelliser dans une démarche d'amélioration continue sur sa responsabilité sociétale, Lucie 26000. Et nous avons par la suite, comme vous le voyez, aussi développé d'autres labels qui permettent d'engager sur la RSE. Toumaï, c'est un label qu'on a mis en place l'année dernière, qui est un label premier pas. Avant d'aller vers Lucie 26000, vous pouvez envisager Toumaï comme un label de mesure de votre maturité, puisqu'il vous permet de mesurer votre maturité sur un score de 1000. Et si vous avez 300 minimum, vous obtenez le label. On a aussi le label Envol qui est destiné aux petites TPE, PME de moins de 50 salariés qui veulent s'engager sur la protection de l'environnement. Bien sûr, le label numérique responsable, je vais y venir. Et un tout nouveau label dont on aura le plaisir de faire le lancement demain avec notre partenaire Bureau Veritas, c'est Biodiversity Progress, pour justement engager les organisations sur cet enjeu très important et donc, comme pour le numérique responsable, permettre de s'engager dans une démarche pour préserver la biodiversité. Aujourd'hui, l'agence Lucie, c'est plus de 650 membres qui sont engagés dans une démarche sur les différents labels que nous proposons chez Lucie. Alors, comment s'engager sur le numérique responsable? Vous avez 3 possibilités, donc Jean-Christophe en a parlé. Vous avez la charte numérique responsable, donc première étape pour tous ceux qui s'intéressent au sujet. Et effectivement, ça vous permet d'avoir des principes pour déjà commencer à réfléchir sur ce sujet-là. On propose chez Lucie une formation de 3 jours sur le numérique responsable, dispensée par l'INR et les équipes de l'agence Lucie, pour vous former au numérique responsable, au contenu du référentiel numérique responsable, comment mettre en place une démarche, et ensuite aussi, si vous l'envisagez, de mettre en place une démarche de labellisation. Et puis bien sûr, le label numérique responsable pour les entreprises, les organisations qui veulent du coup véritablement s'engager dans une démarche d'amélioration continue. Alors, nos partenaires dans le cadre de ce label, donc, qui a été initié par l'INR, avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire, de l'ADEME et de WWF. Voici le référentiel numérique responsable. Donc, il se compose de 5 grands axes qui se déclinent ensuite en thématiques. Donc, vous voyez, on a en gros 3 grands axes qui vont plutôt porter sur la mise en œuvre de manière transversale du numérique dans l'organisation, et puis 2 axes qui sont plutôt opérationnels, où là, on va intégrer le numérique dans les usages auprès des utilisateurs, et puis aussi dans l'organisation. Donc le premier axe, la gouvernance, avec notamment intégrer le numérique dans la stratégie. Donc ça, c'est important, que ce soit pas juste l'affaire de la DSI, le numérique, mais que ce soit aussi intégré au plus haut niveau dans l'organisation et dans la stratégie à court, moyen, long terme de l'entreprise. Donc formaliser sa politique, son engagement. Donc la première étape, ça peut être la signature de la charte, justement numérique responsable. Ensuite, démarche transversale, c'est développer notamment des achats responsables qui intègrent le numérique comme enjeu lorsque vous achetez vos appareils électriques, électroniques. Développer une démarche d'utilisation du numérique responsable. Donc ça passe beaucoup par expliquer les usages et comment limiter l'impact. Aussi transversal aussi en interne et en externe, donc ne pas hésiter aussi à s'appuyer sur les parties prenantes externes sur le territoire et donc pour mettre en œuvre sa démarche. La formation, donc très important, de faire monter en compétences les collaborateurs en interne, mais aussi avec les parties prenantes externes sur le sujet. Donc ça passe par de la formation, d'autant plus que le numérique peut être un sujet technique et pointu dans certains cas. Donc c'est bien de se former vraiment sur le numérique responsable. Et puis ensuite, donc, les 2 axes qui sont plus opérationnels, usage et utilisateur. Donc là, mettre en place une démarche sur le poste de travail, sur la téléphonie et sur les impressions, qui, on va dire, les grands services qui sont les plus impactants dans une organisation sur le plan numérique.
Et puis le dernier axe sur l'organisation, donc une politique NR logicielle, donc là c'est sur l'éco-conception notamment des logiciels et aussi des sites internet, et puis aussi une politique sur l'utilisation des données de manière responsable. Alors, la démarche de labellisation, donc vous avez plusieurs étapes. Donc, c'est un label qui est exigeant et qui permet vraiment de s'engager dans une démarche d'amélioration continue. Donc, vous allez être en fait continuellement challengé sur votre démarche pour progresser et vous amener vers l'excellence dans ce domaine-là. Donc, dans la première étape que nous vous proposons chez Lucie, c'est de suivre une formation de 3 jours sur le sujet. Donc, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, qui va donc vous permettre de vraiment comprendre les enjeux. Deuxième étape, vous allez pouvoir faire votre évaluation initiale, auto-évaluation, qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes sur le numérique responsable par rapport au référentiel que je vous ai présenté. Et donc là, vous avez un outil en ligne qui vous permet de faire cette auto-évaluation. Une fois que vous avez fait cette auto-évaluation, donc défini l'existant et puis les pistes d'amélioration, vous avez le choix et que vous êtes prêt à passer à l'étape évaluation sur site. Vous avez le choix entre Bureau Veritas et SGS pour venir vous évaluer sur site. Donc, c'est une évaluation tiers externe, donc ce qui garantit aussi la crédibilité du label. Ce n'est pas l'agence Lucie qui vient vous évaluer. Donc, l'évaluateur va faire son évaluation sur site. Il va interroger plusieurs parties prenantes, internes et externes. Et c'est sur cette base-là, et aussi sur la base de documents de preuve qui vous seront demandés, qu'il va évaluer votre niveau de maturité et également vous faire des recommandations pour progresser. Ensuite, vous allez être invité à prendre des engagements, donc à définir un plan d'action sur 3 ans, puisque le label, s'il est attribué, il est attribué sur une durée de 3 ans, et qui va donc vous permettre de vous engager pour vous améliorer, notamment par rapport aux axes et aux thématiques sur lesquelles vous avez une marge de progrès. Vous passez ensuite devant le comité de labellisation. Donc l'agence Lucie a constitué un comité de labellisation externe et indépendant. Deuxième gage de crédibilité du label, puisque c'est ce comité de labellisation qui va décider sur la base du rapport d'évaluation et de votre plan d'action sur 3 ans, si effectivement vous pouvez obtenir le label. Et donc, il est constitué notamment de membres de l'INR et puis d'experts sur le sujet pour attribuer le label. Donc, après cette labellisation initiale, donc si vous avez le niveau nécessaire, attendu en tout cas pour avoir le label, vous êtes labellisé pour 3 ans. Et au bout de 18 mois, vous avez un suivi, une évaluation sur site. Donc, à nouveau, SGS ou Bureau Veritas viennent sur site. Donc, c'est une évaluation plus légère, bien sûr, que l'évaluation initiale, où ils vont vérifier si, effectivement, vous avez engagé le plan d'action sur 3 ans et si vous êtes bien sur la bonne trajectoire pour ensuite envisager le renouvellement au bout de 3 ans. Donc le suivi est aussi également validé par le comité de labellisation. Donc voici le cycle complet de labellisation. Et donc comme vous le voyez, c'est une démarche qui est exigeante et vraiment transformative. Et vous êtes vraiment suivi dans votre démarche. Et on vous amène toujours à progresser pour aller plus loin. Alors, pourquoi s'engager dans une démarche numérique responsable? Je regarde l'heure. Alors, il faut que je me dépêche. Alors, première raison, pour des raisons éthiques, comme l'a expliqué Jean-Christophe, bien sûr, sur le plan environnemental. Aujourd'hui, le numérique a un impact sur les émissions de CO2 et contribue au changement climatique. Mais pas que. Il y a aussi le fait que ça impacte aussi les droits humains dans certains pays pour l'extraction des matières qui sont nécessaires pour fabriquer les appareils, les ordinateurs, etc. Donc, il y a de toute manière une responsabilité éthique à avoir une démarche numérique responsable. Il y a aussi la réglementation qui va devenir de plus en plus contraignante. Donc, autant anticiper aujourd'hui
en commençant à réfléchir au sujet par rapport à son activité. Et enfin aussi pour des raisons économiques, parce qu'engager une démarche numérique responsable, ça va se traduire aussi par une meilleure performance de votre organisation, parce que ça va vous permettre de réduire des coûts en ayant une démarche, par exemple pour allonger la durée de vie de vos postes de travail. Bien, ça va vous faire des économies. Ça va vous permettre aussi d'augmenter la performance de vos collaborateurs. Par exemple, à travers la formation, ils vont être plus compétents dans le numérique responsable et aussi être plus efficaces pour mener ce type de démarche et vous permettre d'innover dans ce domaine-là. Et aussi vous permettre aussi de réduire les risques, puisqu'on l'a vu avec la réglementation qui se durcit, ça vous permet d'anticiper. Et enfin, ça vous permet aussi de détecter des opportunités et donc d'innover, de proposer des services, des produits dans la démarche numérique responsable à vos clients, à vos parties prenantes. Et donc, vous êtes gagnant sur tous les plans en engageant une démarche numérique responsable. Donc, il y a des avantages importants. Et avec le label, ça va vous permettre vraiment de structurer votre démarche et, comme je vous le disais, d'avoir une démarche d'amélioration continue, de mobiliser toutes les parties prenantes et aussi les collaborateurs. Ça donne un sens et un objectif commun, l'obtention d'un label. C'est un label exigeant, comme vous l'avez vu, avec le suivi, l'évaluation initiale, le suivi et le renouvellement par des partenaires SGS et Bureau Veritas et le comité de labellisation. Et puis aussi, ça permet d'entretenir l'intérêt dans la durée pour mettre en œuvre cette démarche. Et il donne aussi aux partenaires justement une visibilité sur votre démarche et vous permet d'être valorisé auprès de vos parties prenantes. Vraiment accélérer. Et lorsque vous intégrez la communauté Lucie, eh bien, vous avez aussi d'autres avantages, puisque nous animons une communauté, donc nous organisons plusieurs événements tout au long de l'année sur le numérique responsable. On a aussi des outils qui vous permettent de progresser dans votre démarche, et notamment la base Lucifer pour passer à l'action, qui est une base de plus de 2000 bonnes pratiques RSE et qui vous permet justement de vous inspirer sur votre plan d'action. Et je laisse sans attendre la parole à Bastien pour le retour d'expérience. Merci. Je suis ravi aujourd'hui de vous partager l'expérience de l'habilitation de ma structure, donc ISIA. En quelques mots, ISIA, on existe depuis un peu plus de 24 ans maintenant. On a 4 agences sur les principales régions que sont Montpellier, Paris, Nantes et Lyon. Nous avons un peu plus de 120 collaborateurs. Et notre cœur de métier, c'est de faire du conseil, de la conception et du développement de solutions numériques sur mesure. Et dans cette intention-là, depuis quelques années maintenant, nous avons affiné la manière dont nous voulions concevoir ces solutions numériques en intégrant l'intelligence collective et le numérique au service d'une société responsable. Et au cours de cette année, nous avons décidé d'aller encore plus loin, de manière plus significative dans notre démarche, et d'intégrer la RSE comme colonne vertébrale du projet d'entreprise de l'organisation. Donc quand on dit ça, en quoi ça consiste ? Ça va consister notamment avec un bel exemple qui est la labellisation. Alors cette labellisation-là, ce n'est pas venu du jour au lendemain, ça s'est inscrit dans une démarche au cours de quelques années. Sur la question du numérique, on a principalement commencé, on va dire, en 2017. C'est là où on a été le plus sensibilisé avec une participation à un programme qui s'appelait Green Concept, qui était mené par l'ADEME et la CCI de l'Hérault, qui nous a permis de prendre conscience de l'impact du numérique dans notre cœur de métier, au travers notamment de l'éco-conception de services numériques. Et on a pu s'apercevoir qu'on pouvait réduire jusqu'à 3 les impacts environnementaux des solutions numériques qu'on concevait grâce à cette démarche d'éco-conception. En 2018, on a formé des collaborateurs dans cette démarche-là. On ne voit pas bien, mais principalement autour de la démarche d'éco-conception. Et on a voulu montrer notre engagement, notamment en 2019, au travers de la signature de la charte numérique responsable portée par l'Institut. Et en 2019, nous avons adhéré à cet institut-là dans le cadre d'une action de mécénat de compétences.
Et enfin, ce pourquoi je suis là aujourd'hui, la démarche de l'habilitation que nous avons entreprise et engagée au cours de cette année 2020. Donc cette démarche de l'habilitation, elle s'est étalée pour nous à peu près sur environ 6 mois. Elle a commencé en octobre-septembre 2019 par la formation, comme le présentait Salia, de plusieurs personnes pour les sensibiliser au numérique, et également sur le processus du label. On a également à ce moment-là mis en place une structure pour créer une dynamique de mise en œuvre de notre politique numérique responsable. Pour ça, on a créé 3 groupes de travaux. Un qui était chargé d'embarquer les collaborateurs en interne, un qui était chargé d'embarquer notre écosystème avec nos partenaires, et un qui était dédié à l'intégration dans notre cœur de métier de la politique numérique responsable. Bien sûr, on avait aussi un groupe de travail qui était chargé du déroulé du processus de labellisation pour s'assurer que tous les acteurs étaient bien engagés dans la démarche. On a enchaîné avec des ateliers collaboratifs pour la partie auto-évaluation. Donc cette partie-là a été très intéressante parce qu'on a pu mobiliser différents services et mobiliser différents collaborateurs qui ont pu se rendre compte en faisant ce travail d'état des lieux de tout ce qu'on avait mis en œuvre tout au long des dernières années. Par exemple, certains ont pu prendre conscience que sur l'aspect de gestion du cycle de vie du matériel, on avait mis tout en œuvre certaines bonnes pratiques, comme acheter du matériel labellisé avec par exemple du HIPIT, donner une seconde vie au matériel en interne quand il n'est plus optimisé pour les besoins sur certains sujets, sur certains projets. Et également la revalorisation de notre matériel par notre partenaire D3E, qui donne une seconde vie en externe à des associations par exemple. Ou encore d'autres bonnes pratiques comme sur l'aspect sociétal, lié à l'aspect déconnexion et la sursollicitation que peuvent avoir les collaborateurs en interne, avec, on le voit avec tous les outils digitaux qu'on a qui nous abreuvent de notifications en tout genre. Voilà, c'est un vrai sujet, et notamment on le voit pendant la crise, avec la crise sanitaire, on est de plus en plus éloignés les uns des autres, on est de plus en plus sollicités. Donc tout ça a vraiment permis de prendre conscience et de faire vraiment cet état des lieux. Ensuite, on a eu, sur la base de cet état des lieux, l'audit externe, qui pour nous a été réalisé par Bureau Veritas. Donc on a eu à peu près une vingtaine d'interviews sur plus de 2 jours, donc c'était assez costaud. Ça a permis d'avoir ce regard externe sur nos pratiques, parce que voilà, nous on avait une vision, mais c'était intéressant d'avoir cet apport, ce regard pour regarder si nos pratiques comment elles étaient menées, et aussi d'avoir déjà dès ce moment-là des conseils, des recommandations pour nous améliorer. C'est ce qui nous a amené ensuite à la partie engagement, où là on a construit tous les engagements avec les différents services de l'entreprise. Donc c'est un travail qui est quand même assez conséquent parce que l'idée c'est de définir tous ensemble qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre en termes de bonnes pratiques, les indicateurs qui vont permettre de mesurer les résultats qu'on va obtenir et aussi les moyens qu'on va mettre derrière ces engagements-là. Et c'est quelque chose qui prend un certain temps à mener, mais qui est très intéressant et très enrichissant pour les collaborateurs en termes de motivation. Et enfin, le comité de labellisation que nous avons eu en juin de cette année, qui a salué l'importance et le nombre d'engagements que nous avions pris. Si on devait faire un bilan de cette labellisation, j'en ai déjà parlé, mais ça a vraiment permis pour nous de regarder dans le rétroviseur déjà de tout ce qu'on avait mis en œuvre et de s'apercevoir aussi qu'on n'était pas parfait. Par exemple, sur la gestion de notre parc informatique qui est allumé peut-être encore trop souvent, notamment avec la crise sanitaire où beaucoup de personnes sont en télétravail. Donc là, l'idée pour nous, ça va être dans les prochains mois, prochaines années, d'améliorer ça et pourquoi pas de permettre d'éteindre des services sur des serveurs qui tournent peut-être non-stop. Alors pourquoi faire tourner un serveur non-stop si le service à 3 heures du matin n'est pas utilisé? Et ces serveurs-là peuvent par exemple tourner en France, on l'a dit, l'énergie n'est pas carbonée, mais s'ils tournent par exemple aux États-Unis, parce que sur le numérique, très souvent, on peut avoir des services qui sont éparpillés, là, vous avez une énergie qui est pour le coup très carbonée. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on va aussi mettre en œuvre et qui, pour nous, va se matérialiser par 19 engagements qu'on va mener. Donc pour ça, on a 3 ans pour les mettre en œuvre. Et typiquement, là, dans ce cadre-là, donc je parlais de la gestion du parc des ordinateurs, mais voilà, il faut choisir ici. On ne peut pas tout faire, tout mener. Par exemple, sur le matériel, on achète du matériel qui est reconditionné pour nos smartphones. On aurait aimé faire ça peut-être pour notre parc informatique. Pour l'instant, on ne l'a pas mis dans les engagements parce que ça faisait beaucoup d'éléments à mettre. Mais peut-être que dans
le point de suivi à 18 mois, peut-être que là, on intégrera des choses pour les mettre en œuvre. C'est vrai qu'il faut être assez raisonnable, il faut être ambitieux, mais aussi raisonnable, parce que sinon, on ne peut pas tout mener de front. Un engagement majeur pour nous aussi va être d'intégrer dans notre cœur de métier, de poursuivre cette intégration du numérique responsable dans la conception de services numériques, avec notamment la démarche d'éco-conception, mais pas que, parce qu'on parle vraiment de conception responsable de services numériques, avec les aspects sociétaux, avec l'inclusion, l'accessibilité des services. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort pour nous, et on souhaite, à partir de 2021, tous nos nouveaux projets intégrer un minimum de conception responsable dans nos services numériques. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire, notamment voilà, pour la partie mesure, par exemple, sur les aspects environnementaux. On sait que c'est très très compliqué de mener ce travail-là, et parfois c'est très cher aussi, ça prend beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est de rendre ça le plus accessible possible pour nos clients, pour nos partenaires, et d'évoluer, de progresser tous ensemble dans cette démarche-là. On peut dire aussi que pour nous, ça nous a permis d'avoir une nouvelle dynamique auprès de nos collaborateurs. Parce que bon, il y en a beaucoup qui disaient vous êtes bien gentils avec le recyclage des poubelles, ce genre de choses. Bon, c'est pas mon cœur de métier. Et là, on est vraiment dans leur cœur de métier, dans le quotidien, parce que chez nous, ils conçoivent des solutions numériques. Et ça leur permet de mettre en place, de relancer la machine sur la politique RSE. Donc c'est vraiment complémentaire et c'est totalement intégré dans la démarche RSE. Et c'est vrai que l'approche de ce label, qui est inclusif et d'amélioration continue, est vraiment intéressante. Donc ce que je pourrais dire aux autres organisations qui seraient intéressées, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans cette démarche. C'est vraiment une démarche d'amélioration continue, on l'a dit. Donc peu importe que vous soyez une grande entreprise ou une petite entreprise, c'est fait pour vous. Et peu importe aussi votre niveau de maturité, vous pouvez vous engager dans cette démarche-là et progresser, que vous soyez déjà des cadors ou que vous commenciez. Mais c'est important de se mettre dans cette démarche-là progressive. Et surtout, après, je vous dirai à tous de passer à l'action. Je vous remercie. Merci beaucoup Bastien pour ce retour d'expérience très intéressant. Maintenant, on a un petit temps jusqu'à écart pour répondre à vos questions. Donc on ne peut pas faire passer de micro dans la salle, mais ceux qui ont des questions, on vous demande de vous lever et de parler bien fort pour qu'on vous entende. Donc on vous écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par ici, allez-y. Je voulais savoir si vous pouvez nous parler davantage de la certification numérique responsable. Oui. Sur quel aspect vous voulez avoir des informations ? Sur le processus de labellisation ? Hop. Voilà, je reviens dessus. Donc voici le processus de labellisation. Donc comme vous voyez, c'est un processus qui va vous permettre de vous engager dans la démarche de manière progressive. Donc, vous commencez par de la formation, donc de 3 jours. Ensuite, vous faites votre auto-évaluation via un outil en ligne et qui intègre le référentiel numérique responsable, donc les 5 axes et les différentes thématiques. Ensuite, une fois que vous avez identifié l'existant, comme l'expliquait Bastien, vous faites déjà sûrement plein de choses. Vous allez aussi identifier des pistes d'amélioration. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer déjà à réfléchir à un plan d'action pour progresser sur les axes sur lesquels vous êtes moins avancé. Une fois que vous êtes prêt, il y a l'évaluation sur site par SGS ou Bureau Veritas. Ensuite, ils vous font des recommandations et puis vous êtes invité à prendre un plan d'engagement sur 3 ans. Comité de labellisation qui statue sur votre niveau pour obtenir le label. Et ensuite, il y a un suivi à 18 mois et un renouvellement au bout de 3 ans. Et est-ce que ce label il a une reconnaissance étatique ou pas? En fait, j'ai vu pas mal de labels. Oui. J'arrive pas à savoir s'il y en a un qui a vraiment, concrètement, c'est peut-être un concurrent, je ne sais pas, un autre label ou le vôtre qui est reconnu par l'État ou... Alors, ce label, il a été développé donc, par l'INR avec notre partenaire et nos partenaires et le soutien notamment du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, ça apporte une reconnaissance au niveau de l'État, de l'ADEME, donc expert sur les domaines de
touche à l'environnement. Et puis WWF, ONG que vous connaissez tous, évidemment. Voilà. Mais après, bien sûr, il y a d'autres labels. Nous, en tout cas, l'agence Lucie, on a pour mission de développer le label numérique responsable qui nous a été confié, donc à travers notre partenariat. N'hésite pas à compléter, hein, Jean-Christophe, si... Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas? Non, mais juste, il y a un autre label numérique responsable, mais qui est pour les ESN, c'est les entreprises du secteur numérique. Mais sur ce sujet-là, il n'y a que celui de... Oui. Est-ce que pour obtenir une labellisation, il y a des objectifs minimums, soit de réduction de consommation d'électricité, et je ne préfère parler d'électricité que d'énergie dans ce débat, parce que c'est l'électricité qui est décarbonée en France plus que l'énergie. Voilà. Et d'autre part, est-ce qu'il y a des niveaux de réduction de déchets qui sont exigés? Est-ce qu'il y a des paliers de réduction en dessous desquels on ne peut pas obtenir de labellisation? Si j'arrive pas à réduire de plus de 20% par exemple ma consommation électrique, est-ce que je ne peux pas obtenir le label? Alors, Vraiment des secteurs oui. Donc le référentiel et le label, il s'adresse à tout type d'organisation, qu'on soit une entreprise ou une commune, une université. Enfin, c'est vraiment ouvert à tous les acteurs. Donc c'est un référentiel qui s'adresse à tous les secteurs d'activité et tous les types d'organisations. Donc en fait, le principe, c'est que en fonction de votre activité et de votre... si vous êtes une entreprise ou une commune, ou etc., vous n'allez pas avoir les mêmes enjeux. Donc en fait, sur les 5 grandes taxes et les thématiques qui les composent, vous allez en fait avoir une priorisation des enjeux en fonction de votre activité et de votre spécificité. Donc vous allez avoir des enjeux qui sont prioritaires et les autres enjeux qui vont être considérés comme importants. Et sur ces enjeux prioritaires, vous devez avoir un minimum de niveau de maturité partiel, parce que quand on évalue votre niveau de maturité, on a 3 niveaux: faible, partiel, raisonnable. Et donc sur les enjeux prioritaires, vous devez être à minima sur partiel. Sur les autres, vous pouvez être à un niveau faible, c'est-à-dire que vous avez pas encore mis en place d'action, et à ce moment-là, vous êtes invité à prendre des engagements, à définir un plan d'action pour progresser dans les 3 ans. D'accord ? Donc il y a cette partie-là. Et puis quand on évalue un enjeu, on va regarder trois niveaux. On va regarder votre niveau d'engagement, est-ce que vous avez formalisé votre engagement, est-ce que vous avez vous avez une politique, est-ce que vous l'avez intégré dans la stratégie. On va regarder surtout aussi les moyens que vous dédiez sur les différents enjeux, et on va regarder les résultats. Et donc là, on va s'intéresser aux indicateurs, notamment quantitatifs, sur les consommations d'électricité, consommation de data, etc., les déchets. Et donc là, vous n'avez pas des objectifs quantitatifs à respecter pour obtenir ou pas le label, mais on va regarder quels sont vos indicateurs, et l'évaluateur, il va vous situer par rapport à ça et vous dire vous êtes encore loin, ou vous êtes au contraire, vous avez une bonne démarche déjà aboutie. Donc il a bien sûr des ordres de grandeur, et par rapport à ça, il va vous évaluer. Voilà. Alors, j'avais anticipé ça. Hop, je vous mets la dernière slide. Tac. Donc, en termes de coûts, il y a la formation de 3 jours au numérique responsable, donc à 1500 € hors taxe. Donc, dans le cadre de notre centre de formation Lucie, ça peut être pris en charge par votre OPCO, puisqu'on est agréé. Ensuite, il y a la redevance de label, qui représente 1/10 du chiffre d'affaires de l'organisation. Donc, ça dépend de votre chiffre d'affaires, avec un plancher minimum à 1000 € et un maximum à 6000 € hors taxe par an, dès lors que vous avez obtenu le label. D'accord ? Ensuite, il y a l'évaluation sur site par Bureau Veritas ou SGS. Et là, vous avez sur un cycle de 3 ans le coût
que ça représente en termes d'évaluation initiale et de renouvellement, puisque c'est le même coût, c'est la même durée, l'évaluation de suivi en fonction de votre taille d'effectif. D'accord ? Donc pour une TPE, l'évaluation initiale, c'est 2 500 € hors taxe, et l'évaluation de suivi, c'est 1 563 € hors taxe pour l'évaluation de suivi. Et ensuite, vous avez la durée en jours de ce que ça représente. Oui ? Alors, je laisse Jean-Christophe répondre, mais je ne crois pas que ce soit exactement la même. C'est pas exactement la même, mais elle est très proche, puisque évidemment les enjeux sont les mêmes et les solutions sont les mêmes et les impacts également. Par contre, elle est orientée suivant justement les axes de la labellisation. Parce que nous, notre formation, du coup, on l'a vraiment construite autour de la labellisation. Et je pense que elle doit être plus large à l'Université de La Rochelle. Oui. Alors, il y a possibilité d'avoir la certification. C'est un petit module en plus qu'on rajoute, si vous le souhaitez, à la formation pour que vous puissiez être certifié. Pour l'instant, on n'est pas rentré aussi finement dans la construction des composants, des équipements électriques et électroniques. On se limite juste à des achats responsables pour l'instant, donc faire en sorte de recommander des labels qui, justement, le label IPIC, par exemple, intègre 51 critères et avec une traçabilité sur l'ensemble des composants, faire en sorte qu'il n'y ait pas surtout le cycle de production, faire en sorte que des enfants ne travaillent pas, donc conforme à la loi du travail, ainsi de suite. Faire en sorte que ces composants IPIT intègrent ROHS, donc c'est la restriction des substances dangereuses dans la composition des composants. Il y a une partie sur l'énergie également, donc avec l'énergie Star. Et il y a une partie sur la recyclabilité aussi du matériel. Mais c'est vrai que sur l'Internet des objets, on n'est pas allé aussi loin. Avant de pouvoir rentrer là-dedans, il faudrait être en mesure être en capacité de pouvoir réellement mesurer les consommations de nos services. Et c'est ce à quoi on travaille en ce moment aussi. On n'est pas seul. On essaie de travailler à plusieurs, justement de manière à mutualiser ces facteurs d'émission, à mutualiser les expertises. Ça ne sert à rien d'être l'expert sur le sujet si on ne partage pas. Donc il faut vraiment travailler sur ces sujets-là. Alors, de toute façon, l'analyse du cycle de vie, c'est incontournable dans le numérique responsable. Pour résumer les enjeux du numérique responsable, si on a une vision people, économique, environnementale, sociétale, le triptyque du développement durable et une analyse du cycle de vie, plus une conscience éthique, on sait répondre aux enjeux. Alors, on a une question ici, une question là, et une question encore là. Qui a levé la main le premier? Je n'ai pas vu. Allez-y. Par rapport à ce que vous disiez, est-ce que votre label concerne les entreprises issues du secteur de la publicité digitale? Il concerne tout type d'organisation, que vous soyez déjà dans le numérique ou que vous soyez dans une activité autre qui n'a pas comme cœur de métier le numérique. Donc c'est ouvert en fait à tous les acteurs, quel que soit leur secteur d'activité. Voilà. Là. Par rapport à la conception des softwares, est-ce que vous avez des métriques spécifiques pour voir si ça a été conçu ou pas? Oui, bien sûr. Il y a déjà des travaux qui existent, il y a des publications qui existent. On avait travaillé avec le club GreenNet
notamment sur ces sujets-là. Ce qu'on a fait à l'INR, c'est on a créé un atelier justement d'éco-conception des services numériques qui comprend un ensemble de thématiques. Ce n'est pas que la réalisation du software, ce n'est pas que le code, c'est l'ensemble, enfin, la totalité, toute l'intégralité, c'est une barre. Enfin voilà, c'est prendre l'analyse du cycle de vie notamment. Il y a beaucoup à faire aussi là-dessus. On estime aussi que les grandes sources d'économie ne vont pas être juste dans le code, dans la réalisation d'un code propre, mais ça va être dans les choix même d'architecture, les choix des logiciels. Si on sous-traite, si on fait tout ce qui est externalisé avec des services de style Google, Amazon et autres, voilà, quels vont être les bons choix. Et actuellement, on n'a pas de métrique, justement, ne serait-ce que pour pouvoir challenger dans un cahier des charges par rapport à des besoins. Donc quand on aura ça, on pourra être de plus en plus exigeant et en plus pouvoir challenger ces fournisseurs d'accès sur le fait de nous offrir le bon service avec le bon besoin et bien dimensionné. Alors, on arrive à la fin. On prend peut-être deux dernières questions. Allez, allez-y. Vous parliez d'indicateurs quantiques tout à l'heure, nombre de données, volume d'électricité ou autre. Tout ça, c'est du déclaratif de la part de l'entreprise ou enfin, comment vous alimentez sur ces données quantiques? Alors, c'est vérifié déjà via les documents qui sont transmis par l'entreprise et c'est vérifié sur site par l'évaluateur, donc qui va faire les interviews des différents services et puis va vérifier effectivement que les éléments fournis sont vrais. Voilà. Deux dernières questions, mais après on finit. Allez-y. Dans un monde où justement on doit tous contribuer à des communs, l'open source est forcément la solution la plus intéressante pour la RSE, quoi. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de promouvoir et typiquement dans toutes les organisations membres de l'INR, on essaie aussi de pousser dans ce sens-là. Ce qui fait que sur un sujet commun, on va être plusieurs organisations à contribuer. C'est pas simple, hein, c'est compliqué pour une grosse boîte de travailler sur de l'open source, mais on est sur pas mal de sujets, on est au début de toute cette aventure, on va dire. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des intérêts, et maintenant, les entreprises ont vraiment envie d'y aller, donc je pense qu'on va y arriver. Et une dernière question. Oui, tout à fait. En collaboration avec l'INR, en fait, on forme les consultants aussi, au numérique responsable, pour pouvoir accompagner les organisations dans le cadre de leur démarche. Donc merci à tous. J'espère qu'on vous a donné envie de passer à l'action et on vous donne rendez-vous à 12h30 à l'espace VIP pour la signature de la charte numérique responsable si vous souhaitez vous engager. Et puis on aura aussi le plaisir de remettre à ISIA officiellement le label numérique responsable. Merci à tous.